bonsoir. Si vous vous demandez c'est une créature aussi fabuleuse que moi fait dans cet endroit, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre. Mais avant tout, la production vous propose un petit court-métrage. A tout de suite. Alors, Adam, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Tu mesures 1m87. T'as toujours voulu faire ça, le mannequinat? Non, carrément pas, je pensais pas que j'étais beau. J'ai été repéré en sortant du Monoprix, et puis depuis, tout le monde me veut, quoi. Ah ouais, à ce point-là. J'ai ouvert toutes les Fashion Week cette année, et puis à Paris, j'ai fait Dior, Saint-Laurent. C'est incroyable. C'est incroyable, en effet. Une vie de rêve, quoi. Bah ouais. Et t'as des dispos dans les semaines à venir, t'as des projets? Là, je vais devenir égérie d'une grosse marque pour 3 ans, mais je peux pas t'en dire plus, hein, c'est confidentiel. Et évidemment. Bon, on va faire des petits polas. Tu te mets de face, tu regardes bien dans l'objectif, tu bombes le torse et tu penses aux merveilleuses choses qui t'arrivent. Attention. Oh, wow. C'est la première fois que ça m'éblouit autant. Attends. C'est quoi cette voix là? C'est quoi ça? Mais c'est pas mes mains. Mon visage? Mon visage? Mais qu'est-ce que t'as fait à mon visage? Mais je suis où là? Ah! Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi tu me fais ça? Laisse-moi sortir! T'es très bien là où t'es, mon petit gars. Non! Arrête! Faut en laisser un peu aux autres maintenant. Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Salut mes petits crumbles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je sais que le début de l'automne ça peut être un moment un peu compliqué pour certaines personnes. Personnellement, j'adore cette période, j'adore voir les feuilles des arbres devenir dorées, orange ou rose parfois ça devient rose, c'est encore plus beau. Le fait qu'il fasse un petit peu plus frais, qu'on remette des gros pulls, qu'on commence à mettre de la cannelle partout, moi j'adore la cannelle. S'il y a un mois que je déteste en revanche, c'est novembre. J'ai l'impression qu'il fait tout le temps moche, qu'il fait tout le temps nuit. Si on pouvait passer direct d'Halloween à Noël, ça m'arrangerait. Oui, parce que vous l'aurez compris, cette vidéo est une spéciale. Alors vous allez me dire, oui mais Maxime, on est en France, on n'est pas censé fêter Halloween. Il faut savoir quand même que Halloween tire ses origines de la fête de Samin, qui célébrait le début de l'automne et donc une sorte de renouveau à l'époque des Celtes. Et dans cette époque-là, la Gaule faisait partie des Celtes. Donc pour la Gaule, fêtons Halloween. Et puis en tant que personne queer, je pense que ça a une résonance particulière pour moi, parce que c'est la fête des créatures différentes, en marge de la société, et c'est pour ça, je pense, qu'il y a beaucoup de personnes queer qui adorent Halloween. Et quoi de mieux pour fêter Halloween que de parler d'un film qui célèbre les monstres, qui célèbre la différence, qui célèbre le cinéma d'épouvante. Vous avez deviné de quel film je parle, puisque c'est écrit juste là, The Rocky Horror Picture Show. Et pour en parler, je ne suis pas seul, je suis avec le seul, l'unique, Frank-N-Furter. Docteur Frank-N-Furter. Oui, le docteur Frank-N-Furter. Scientifique, avant-gardiste. Un scientifique, avant-gardiste, incompris. Incompris, ah, ça c'est sûr. The Rocky Horror Picture Show, c'est une comédie musicale d'horreur qui est sortie en 1975 et qui est adaptée d'un spectacle musical créé à Londres en 1973. Ce film, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à mes 18 ans, je dirais, ouais, mes 17-18 ans. J'ai découvert ce film grâce à la série Glee. Parce que dans cette série, je crois que c'est dans la saison 2, le Glee Club, donc la chorale, décide de proposer une adaptation du Rocky Horror Picture Show. Et la description qui est faite de cette œuvre, transgressive, très difficile à comprendre, et surtout complètement loufoque et complètement culte, ça m'a donné envie de regarder le film, et je crois que j'ai regardé le film le soir même. Moi j'ai regardé la série dans l'après-midi, puis j'ai regardé le film le soir, et j'étais là, j'ai vu ça, mais j'étais là, waouh, mais qu'est-ce que je viens de voir en fait? What the fuck? J'ai adoré ce que j'ai vu parce que les personnages sont géniaux, les chansons sont magnifiques, et puis ça part tellement dans tous les sens, c'est tellement surprenant qu'on reste accroché. Mais je n'ai rien compris. Et je l'ai revu plein de fois, ça a fini par devenir un de mes films préférés. D'ailleurs, je suis pas le seul à avoir rien compris parce que il a fait un flop monumental ce film à sa sortie. Et quand on prend la peine d'analyser ce film, de se pencher sur son fond et sur sa forme, on comprend pourquoi il a quand même fini par trouver son public,
et par générer un vrai engouement. C'est très long quand même, tu te prends pour le criminologue ou quoi? Tu vas pas commencer à tout critiquer toi, ça va pas le faire sinon. Commençons par le commencement. De quoi ça parle? Nous commençons avec un jeune couple, Brad et Janet, qui sont joués par Barry Bostwick et Susan Sarandon, qui viennent de célébrer le mariage d'un couple d'amis, et devant tant de joie, tant de bonheur, tant d'amour, Brad décide de demander Janet en mariage. Janet accepte, et les deux amoureux décident d'aller annoncer la bonne nouvelle au Dr. Scott, qui était leur professeur de je sais plus quoi d'ailleurs. De toute façon on s'en fout, l'important c'est qu'ils se sont rencontrés lors de son cours. Ils partent donc en voiture, apparemment leur professeur habite assez loin puisque la nuit tombe, et un des pneus de la voiture éclate. Mais par chance, cela arrive juste devant un manoir qui a l'air habité puisqu'il y a de la lumière, et nos deux personnages décident donc d'aller sonner à la porte de ce manoir pour pouvoir téléphoner au professeur. Il se trouve que ce manoir est habité par des personnes assez mystérieuses. Ils découvrent d'abord Riff Raff, le domestique, qui est interprété par Richard O'Brien, qui est le créateur de la comédie musicale, et également le scénariste du film. Il y a également Magenta, qui est la bonne, et également la sœur de Riff Raff, interprétée par Patricia Quinn. Il se trouve que ces deux personnages sont en réalité des extraterrestres, qui viennent d'une planète qui s'appelle Transsexual, située dans la galaxie de Transylvania. Il y a Columbia qui est là aussi, et qui est jouée par Nell Campbell. Columbia c'est une humaine, elle c'est la seule humaine du groupe. On sait pas trop depuis combien de temps elle est là, mais elle est très contente d'être là, et elle prend part à la fête. Il se trouve en fait que Brad et Janet sont arrivés en pleine convention des Transylvaniens, puisque tout le monde est en train de fêter un gros événement, organisé par le personnage le plus important du film, le docteur Frankenfurter, qui est joué par Tim Curry. Et là, le film devient enfin intéressant. Le docteur Frankenfurter se présente comme un scientifique travesti. On est loin du cliché du vieux mec chauve avec ses petites lunettes et son costume en velours côtelé, hein, clairement. Et ce scientifique, il est sur le point de présenter son plus grand chef-d'œuvre, puisqu'il a réussi à créer un être humain de toutes pièces. On assiste donc à la naissance de cet humain, qui s'appelle Rocky Horror, et qui est joué par Peter Inwood. Oh, Rocky. Et attention, c'est un beau mec. Hein. Blond, baraqué, huilé, bronzé, franchement t'as fait du beau travail. Son arrivée sème le trouble dans les relations entre Frankenfurter et ses domestiques, ainsi que dans les idéaux de Brad et Janet. Alors qu'est-ce qu'il y a à retenir, qu'est-ce qu'il y a à tirer de ce film? Ce film, avant tout, c'est une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour au cinéma qu'on appelait de série B, au genre de l'horreur, de la science-fiction, du film fantastique. Aujourd'hui, ces genres, ils sont considérés comme majeurs dans le cinéma, et particulièrement dans le cinéma hollywoodien, avec le cinéma d'anticipation, les films dans l'espace, les films de super-héros, aussi, toutes les grandes sagas fantastiques. Mais à l'époque où a été créé Rocky Horror, c'était vraiment des genres mineurs. C'était des films à petit budget, faits avec 3 bouts de ficelle, et il y a un film qui est super intéressant et qui illustre bien ça, d'ailleurs, c'est Ed Wood de Tim Burton, qui parle d'un réalisateur qui a vraiment existé, et qui réalisait des films d'horreur, des films de science-fiction, mais complètement ridicules. Mais il le faisait avec passion parce que c'est vraiment quelque chose qui le fascinait. Et Rocky Horror Picture Show, c'est un hommage à tous ces films des années 30, 40, 50, et aussi à la comédie musicale parce que à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood, donc entre la fin des années 20 et le début des années 50, la comédie musicale c'était un genre facile. On te bricolait un scénario vite fait pour justifier les numéros de danse. Il y avait Fred Astaire et Ginger Rogers qui ont fait toute une série de films comme ça, où l'intérêt c'était juste de les voir danser, faire des claquettes. On en avait rien à foutre de quoi parlait le film. Et dans ce film, on a un concentré de tout ça, c'est une célébration de ce qu'on appelait la contre-culture. Et à Hollywood, la plupart de ces films-là étaient produits par le studio RKO, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a disparu dans les années 50, je crois. C'est à ce studio, par exemple, qu'on doit la première version de King Kong en 1933. Et RKO est cité dans le générique du film, et aussi dans la scène finale où on voit carrément le logo avec la tour. Et c'est donc un film qui rend aussi hommage aux personnes qui aiment ce genre de film. Et oui, parce que ce film, c'est aussi une déclaration d'amour aux personnes en marge de la société. Ici, on met en avant des personnes queer, et puis évidemment, on en fait des extraterrestres, parce que ce sont des personnes qui sont considérées tellement comme des aliens, des monstres par la société. C'est un moyen aussi de dire, moi, ta planète pleine de contraintes, j'en veux pas, je vais créer la mienne. Avec ces personnages, on est dans une bulle où on a de compte à rendre à personne et où on peut être profondément qui on est. Frankenfurter, c'est un personnage qui casse tous les codes, il est ni masculin ni féminin. D'ailleurs, peut-être que je devrais dire Yel, qu'est-ce que t'en penses? Vous pouvez m'appeler ce soir. On se retrouve face à une critique de l'Amérique puritaine, conservatrice, traditionnaliste, hypocrite, et donc profondément triste, malheureuse, et dans la frustration. Déjà, on a Brad et Janet, les petits jeunes, tout niais. Lui, il la demande en mariage
à un mariage. À quel moment tu peux faire plus cucu et conformiste que ça? Évidemment, ils sont vierges tous les deux, et ils ont prévu de vivre toute leur vie en n'ayant couché que l'un avec l'autre. Des personnages convenables, loin de la décadence, des personnages comme l'Amérique les aime. On sent que Brad a envie de dominer Janet, elle a pas le droit de dire ce qu'elle ressent vraiment, quand elle voit Rocky, elle se sent obligée de dire qu'elle aime pas trop les muscles, et Frank-N-Furter, il va bousculer tout ça. Il leur fait découvrir les plaisirs de la chair, il couche avec les deux, ce qui fait que Brad se pose quand même des questions sur sa sexualité, il a quand même bien kiffé ce petit moment entre couilles. Eh oui, c'est moi la Mary Poppins du sexe. Et puis il se retrouve habillé en corset, porte-jartel et talons, et il kiffe. Quant à Janet, elle se tape Rocky, et elle se rend compte que le sexe, c'est cool. C'est ça aussi, c'est que le film célèbre la libération sexuelle, qui a commencé dans les années 60, et qui s'est terminé avec l'apparition du sida. Ça illustre aussi tout un tas de changements de mentalité, mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que, à la fin du film, le couple Brad et Janet n'est pas brisé. Ils sont toujours ensemble, l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre est toujours présent. C'est juste qu'ils ont appris à ouvrir leur esprit. Et on cherche à détruire aussi une espèce d'idéal du corps. C'est-à-dire que contrairement au film Frankenstein, où la créature est monstrueuse, c'est l'athlète, c'est le dieu grec, c'est soi-disant la perfection. Et quand je vois ça, j'y vois une référence aux stars hollywoodiennes. Parce qu'au début d'Hollywood, chaque studio avait ses scénaristes, ses réalisateurs, ses genres de prédilection, et évidemment, ses stars. Et c'était vraiment des usines à stars, c'est-à-dire que des gens comme Greta Garbo, Marilyn Monroe, Rock Hudson, ils ont vraiment été façonnés par un studio, on leur a donné un physique, on leur a donné une couleur de cheveux, on leur a donné un nom. Tous ces gens-là, ils n'ont pas choisi leur nom, ce sont vraiment des produits d'un studio, des créations, des créatures, des monstres, en fait, d'une certaine manière. Et pour moi, le fait que le docteur Frank-N-Furter soit un freak, et que sa création soit parfaite, c'est une critique d'Hollywood et des canons de beauté qu'on nous impose. Et finalement, ces stars, elles appartenaient à un studio, elles appartenaient à un producteur, comme Rocky appartient à Frank-N-Furter. Il y a le personnage de Columbia aussi qui est très intéressant, un personnage que j'aime beaucoup, puisque elle, c'est une humaine, elle a rencontré Frank-N-Furter par hasard, et ils ont fini par tomber amoureux l'un de l'autre, et donc qui a décidé de vivre avec lui, et Frank finalement l'a assez vite remplacé par un autre gars, Eddie, qui est joué par Meatloaf. Et oui, le gars a décidé de s'appeler Pain de Viande. Donc finalement, Columbia, elle est là, elle reste avec toute cette bande, mais elle a le cœur brisé. Et c'est, je trouve, le personnage le plus sensible. Elle adore vivre avec les Transylvaniens, elle est super proche de Magenta, on sait pas trop la nature de leur relation, elle arrive à s'éclater malgré sa tristesse. Et je trouve qu'en ça, elle est profondément humaine, justement. Et ça m'amène à vous dire que ce film, sous ses airs complètement délirants, oui parce que ça c'est quelque chose qu'il faut savoir sur ce film, c'est qu'il est toujours à l'affiche. Il y a des projections du film qui sont organisées régulièrement. Et la particularité de ces projections, c'est que ça se fait avec des acteurs. Des acteurs qui sont habillés comme les personnages du film, qui vont chanter les chansons du film, et qui vont rajouter plein de petits trucs entre les dialogues. Oui, vous pouvez y voir une pâle copie de moi. Un ersatz. Le public est invité à participer, il y a plein d'accessoires. Moi, je l'ai fait une fois. Alors à Paris, c'est au studio Galand que ça se fait, mais moi, je l'avais fait au Brady. Et en fait, c'est génial parce que t'arrives et on te donne plein d'accessoires. T'as un pistolet à eau pour les scènes où il pleut, tu balances de l'eau sur les gens. T'as le journal pour te protéger la tête. Il y a un sachet de riz à balancer au moment du mariage. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et puis, il y a des règles qui se sont instaurées. Par exemple, à chaque fois qu'on entend le nom de Brad qui est prononcé, il faut dire « asshole ». Pour Janet, c'est « slut ». Quand il y a le criminologue, oui, parce qu'il y a un personnage de criminologue qui intervient assez régulièrement, il faut dire « boring », parce que les passages du criminologue sont quand même très très chiants et très très mous. Et c'est vrai que le film a un rythme assez lent, ce qui fait qu'il y a la possibilité de rajouter des petites phrases, des petites blagues. Et pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que quand on sait qu'il y a ce genre de projections qui sont organisées, c'est super drôle, c'est super cool, mais ça dénature un petit peu le film, je trouve. Et en fait, si tu n'as jamais vu le film, regarde-le d'abord tranquillement chez toi. Tu peux le trouver sur Disney+, d'ailleurs. Parce que si tu vas le voir au cinéma, tu vas rien comprendre, tu vas être désorienté, tu vas passer à côté du film en lui-même. Parce que je pense que ce film, et c'est aussi pour ça que je l'aime tant, c'est que ce n'est pas un film si joyeux que ça. On danse, on chante, on s'éclate, mais c'est quand même un film profondément mélancolique. C'est quand même très sombre, il y a 4 personnages qui meurent dans le film, quand même, et c'est des morts assez
atroce. Tous les personnages traînent une grande tristesse avec eux, on parlait de Columbia justement, mais aussi Frankenfurter. Frankenfurter c'est un personnage très complexe. C'est quand même un personnage au début qui peut paraître assez antipathique. Oh, tu vas te calmer tout de suite toi. Attends, je m'explique. C'est quelqu'un de très fier de lui-même, très individualiste, clairement il pense qu'à sa gueule. Oui, c'est vrai. Et alors ? Il pense à son plaisir. S'il a créé un homme de toutes pièces, c'est pas pour la science, c'est pour lui-même. D'ailleurs, le mec se retrouve attaché à son lit quand même. Pour le créer, il a utilisé la moitié du cerveau de son ancien amant, qui était également l'ancien amant de Columbia, et il essaye de faire voir la vie autrement à Brad et Janet, et c'est pas uniquement pour leur bien qu'il fait ça, c'est aussi pour avoir 2 adeptes de plus qui le vénèrent et qui lui disent à quel point il est génial, que sa vision du monde est géniale. C'est vraiment très désagréable de t'entendre parler de moi alors que je suis juste à côté. Et d'ailleurs, la plupart des personnages finissent par se retourner contre lui et lui dire que son style de vie est beaucoup trop extrême. Et c'est là qu'il devient touchant. Au moment où il habille tout le monde en corset, porte-jartel et talons, sur la scène finale, on se retrouve dans un théâtre avec le fameux logo de la RKO donc, et Frank c'est le clou du spectacle. Il chante son amour pour Fayvray, qui était justement l'actrice de King Kong, à quel point il l'a trouvée belle quand il était enfant, et qu'en fait il voulait être comme elle. Et ça c'est ce que peuvent ressentir beaucoup de personnes queer, et moi je sais que c'est quelque chose qui a pas mal résonné en moi, et c'est ça qui se passe dans cette scène-là, c'est que Frank, c'était juste un petit garçon, puis un ado, qui a voulu créer son propre personnage, son propre style de vie, et se faire une sorte de famille. Et il termine sa chanson par cette phrase que je trouve très simple mais très belle. « Don't dream it, be it ». Ne le rêve pas, sois-le. Et quelque part, ça remet un peu en question la libération sexuelle, ou en tout cas ce que certaines personnes en font. Et je trouve que ça c'est vraiment un sujet d'actualité, c'est-à-dire qu'on est à une époque où on consomme beaucoup, et notamment on consomme beaucoup au niveau sexuel. Et il y a des gens qui ont du mal à nouer des vraies relations, des relations amoureuses, parce qu'ils sont considérés comme des Kleenex. C'est ok de coucher avec plein de personnes, on s'en fout, les gens font ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas oublier que la personne qui est en face de nous a des sentiments, et qu'elle est humaine. Et il faut pas oublier non plus que nous-mêmes, on a des sentiments. Et ça, je trouve que c'est un aspect très important du film, qui est pas forcément mis en avant. Donc Frankenfurter, ça pourrait être le méchant du film, mais en même temps, on arrive à s'attacher à lui, et on n'a pas envie que d'autres personnages lui nuisent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un modèle manichéen, où il va y avoir des personnages positifs clairement identifiés, et des personnages négatifs clairement identifiés aussi. Là, on a juste des personnages qui se battent avec leurs émotions, avec leurs passions, qui ont beaucoup de mal à vivre ensemble, et qui sont là, qui errent un peu finalement sans but, et que finalement il faudrait pas chercher de sens à la vie, il faudrait juste la vivre. C'est donc un film finalement qui est très beau, très riche, très complexe, avec une bande originale absolument délicieuse. Moi je me lasse pas d'écouter les chansons de ce film, parce que j'ai pas beaucoup parlé de la musique, mais n'oublions pas que c'est une comédie musicale. Ah mais moi j'aime pas les comédies musicales, et bah justement, regarde ce film, parce que ça c'est vraiment le film qu'il faut regarder quand on n'aime pas les comédies musicales. Les musiques sont très bien intégrées au film, en plus, elles sont pas juste là pour être là, elles racontent quelque chose, les chansons. On apprend même plus de choses en écoutant les chansons qu'en écoutant les dialogues. Et puis ce sont les chansons qui donnent ce côté mélancolique et passionné au film. Et puis c'est pas le type de chanson qu'on a l'habitude d'entendre dans une comédie musicale. Ici, on a du glam rock. Les figures majeures du glam rock à l'époque, c'était David Bowie ou Mark Bolan de T-Rex. Bowie, il était fou de moi à l'époque. Il m'a tout piqué. Qui était un sous-genre du rock plébiscité par la communauté queer. C'était plein de maquillage, plein de talons, plein de paillettes. Les artistes de glam rock, c'était des artistes qui cassaient les codes. Donc si tu ne l'as pas vu et que tu es sensible à tous les sujets que j'ai soulevés avec cette vidéo, je ne peux que te conseiller de regarder ce film, et ensuite d'aller à une projection avec les acteurs, parce que c'est vraiment c'est un truc à vivre, quoi. Avant de te quitter, je tiens à préciser que j'ai participé à un épisode du podcast Musical Avenue, ou Musical Avenue puisque c'est français, un épisode justement spécial Halloween où on parle de ce film. Je sais pas si l'épisode sera sorti au moment où la vidéo sera publiée, ça je laisse le Maxime du futur t'éclairer là-dessus. Je suis le Maxime du futur et je te confirme que l'épisode est disponible dès maintenant, le lien est dans la description. Et il y a d'autres gens qui apportent leur point de vue, donc oui, va l'écouter et écoute les autres épisodes aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si tu as vu le film, dis-moi ce que t'en penses, et si tu l'as pas vu, va le voir. Reviens sur la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Like cette vidéo, mais moi, ce doigt. Dis à quel point tu m'aimes. Partage-la, partage l'amour autour de toi. Et abonne-toi pour toujours plus de plaisir.
je te souhaite un joyeux Halloween si jamais tu le fêtes. Dis-moi en commentaire comment tu as prévu de te déguiser, parce que ça pour Halloween il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a des personnes qui font vraiment un déguisement concentré sur le macabre, sur l'horreur, un truc vraiment très stylé, très élaboré. D'autres qui se déguisent en princesse Disney, en boîte aux lettres, enfin un truc qui a pas vraiment un rapport avec l'horreur. Et d'autres qui veulent juste montrer leur corps et pécho. T'as des mecs qui se mettent juste torse nu avec 3 gouttes de sang. Je fais un twink mort. Chacun son truc. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!